Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Franck Lilin. Il y a toujours une actualité Bolac. Jean et Mayotte Bolac, ici en studio, enfin en studio. Ils font partie de ces rares personnes que l'on pourrait inviter chaque semaine et qu'on n'invite du coup jamais. Nous pourrions les avoir invités aujourd'hui pour parler, avec un peu d'avance, de leur traduction des Bacchantes de Euripide que la Comédie Française fait entrer au répertoire à partir du 12 février dans une mise en scène d'André Wilms avec notamment Catherine Samy ou Denis Podalides. Nous ne parlerons pas des Bacchantes, mais d'une autre traduction, également parue aux éditions de Minuit, Antigone de Sophocle, la grande affaire de Jean et Mayotte Bolac. Ils traduisent à 4 mains et s'expriment à 2 voix. Ils ont publié La mort d'Antigone, la tragédie de Créon, édité au PUF en 1999 avec le Collège international de philosophie. Et tout récemment, la maison d'édition Campagne Première a livré au public sous le titre Antigone, enjeu d'une traduction, les actes d'un colloque qui rassemblait Jean et Mayotte Bolac, mais aussi le metteur en scène Marcel Bozonnet ou le psychanalyste Patrick Guillomard. Dans sa présentation, Véronique Porret évoque, je cite, « la fascination comme les contrefaçons que suscite encore aujourd'hui la seule évocation d'Antigone. Que ne fait-on pas en son nom, figure de fidélité, de désir pur, de défi, de sacrifice ? Or, c'est précisément ce premier objectif que désignaient Jean et Mayotte Bolac dans l'avant-propos de leur traduction, revenir au personnage de Sophocle, déloger Antigone de son mythe. » Alors, partons du sens commun et penchons-nous sur Antigone comme nom quasiment commun, ainsi défini par le grand Robert, femme qui évoque le personnage d'Antigone, fille d'Œdipe, modèle de piété filiale et de résistance à la tyrannie. Alors, qui trouvez-vous à redire, Jean Bolac ? Mon premier propos est de démythifier. C'est-à-dire, en effet, vous venez de l'évoquer, Antigone. D'abord, je dois dire que sur le plan du théâtre, à côté de Molière, Antigone est la pièce la plus jouée au monde. Et d'autre part, vous venez de dire que la raison, disons, première qui nous réunit, c'est la publication, disons, des actes d'un colloque sur notre traduction d'Antigone avec des psychanalystes. Alors, ce n'est pas un hasard que, d'une part, j'ai choisi, disons, comme point de départ de mon entrée dans la traduction théâtrale Édipe Roi, qui est donc la clé du freudisme, et puis d'autre part Antigone, qui est un peu la pièce équivalente pour Lacan. Donc en entrant dans la problématisation même du sujet a une actualité extraordinaire, étant donné que ce sont deux références quasi absolue. Qui est-ce qui ne croit pas savoir ce que c'est que l'Édipe, non ? Et qui est-ce qui ne croit pas savoir ce que c'est qu'une Antigone ? Une passionnariat ou quoi que ce soit. On ne peut ouvrir aucun journal, disons, sans tous les 2 ou 3 jours trouver qu'au Brésil, il y a une Antigone. Et donc, comme vous le dites, dans tous les domaines. Alors on a affaire à quelque chose comme une Jeanne d'Arc, une héroïne classique. Une héroïne, disons, paradigmatique, exemplaire du dévouement, du dévouement de soi, qui accepte de mourir pour, je veux dire, tout ce qui nous paraît exceptionnel dans le quotidien. Mais Jean Bolac, le grand Robert donne cette précision essentielle. Fille d'Œdipe. Il faut aussi préciser qu'elle n'a pas épousé Aimon, et elle a, et là je cite le premier vers par vous traduit, sans commun, sans fraternel, elle a pour sœur Ismène, et pour frère Éthéocle et Polynice. Et je crois qu'il faut insister sur ce lignage fondamental, cette espèce de pédigré ontologique, non ? Et elle est la fille d'Édipe. Voilà. Et pour moi, et disons pour un lecteur de la pièce, on a immédiatement dépassé le mythe quand on se dit qu'elle entre dans une histoire qui a déjà eu lieu,
Donc Antigone se rattache à Édipe. Il se trouve que, probablement dans la composition des œuvres, disons dans la vie de Sophocle, Antigone est antérieure. Mais donc Édipe vient après, mais évidemment ça n'a rien à voir, c'est la même saga, non? C'est-à-dire, voilà. Alors, si je dis que je démythifie, c'est que je reconstitue une histoire. Et dans cette histoire, Antigone, en effet, est la fille de son père, la fille d'Édipe. Et donc, elle se rattache à une logique jusqu'à sa mort qui lui est imposée par sa descendance. Et c'est pour cela qu'elle n'épouse pas Aimon, comme vous le dites. Mais d'autre part, de mon point de vue, alors, du point de vue de l'auteur Sophocle, si je ne veux pas, si je pense que nous trouvons le sens véritable de la pièce, le sens dramatique, donc sa puissance théâtrale, qu'en faisant précisément la fille d'Édipe, et la faisant entrer dans une histoire complexe, et donc dans un débat, voilà. Parce que Créon, qui est son adversaire dans la pièce, il en a marre de cette famille. Il ne veut plus en entendre parler. Et donc, Antigone, elle est là pour défendre une mémoire et une histoire. Mais maintenant, si je reviens à la situation où nous sommes, et en réactualisant ce sujet, moi, je pense, alors ça c'est mes propres, et je défends cette position, ce qui m'intéresse dans la pièce, ce n'est pas précisément l'héroïne ou tout ce qui est mythifié, ça vaut pour tous les temps d'une certaine manière, et pour tous les pays, ou tout ce qu'on veut, ça a une possibilité d'extension et d'expansion, je veux dire, illimitée. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens que cela avait quand ça a été écrit par Sophocle. Voilà. Et donc, je défends une historisation absolue. Eh bien, je vous propose, avant précisément de passer aux travaux pratiques et d'examiner quelques vers, je vous propose, à propos de ce que vous venez de dire, Jean Bollack, d'écouter la chronique de Philippe Barthelet. L'étrangère. Rendre Antigone à son étrangeté tragique, telle que nous la voile, peut-être, une si longue histoire d'interprétation, de commentaires et de mythologie, est un parti pris nécessaire si l'on entend que la traduction soit d'abord le service d'une œuvre et de son auteur. La condamnation des cuistres universitaires, telle que le docteur Lacan l'a fulminée, ne nous touche qu'à demi. Grâce au Dieu, nous ne sommes pas universitaires. Le vers 523 célèbre entre tous Outoi Sunectein, au point qu'il résume presque Antigone pour la postérité, à sa traduction classique, celle de Paul Mazon dans l'édition des Belles Lettres. « Je ne suis pas né pour partager la haine, mais l'amour ». On notera en passant que c'est la traduction que Simone Weil avance quand elle commente la tragédie. Faut-il s'en défier comme ce qui a permis les multiples idéalisations d'Antigone ? La nouvelle traduction des Belles Lettres, due à M. Jean Irigoyen, « Je suis de ceux qui aiment, non de ceux qui haïssent », relève davantage du constat, mais par genre, ce qui peut-être encore donne prise à l'idéalisation, dont la traduction Bollack veut réduire le risque en se faisant personnel. Je ne suis pas faite pour vivre avec ta haine, mais avec ce que j'aime. La tragédie est le duel qui l'oppose à Créon, dans lequel, comme le note M. Jean Bollack, Antigone n'a qu'une arme, l'acceptation de sa mort. La tragédie comme acceptation de la mort sur fond de Polata Deina, plus que de merveilles ou de prodiges, de choses terribles ou formidables, au sens latin que le français n'entend plus, de terreur, en un mot, tel que le traduisent Mayotte et Jean Bollack. S'il est bien quelque chose que nous avons appris depuis Sophocle, et même les plus inattentifs, c'est que la terreur est notre plus profonde passion. De ce point de vue, la traduction du vers 852 est peut-être la plus significative. Antigone se plaint d'être métoïkos, oudzozin ou tanouzin, de ne trouver sa demeure chez les vivants ni chez les morts, ainsi que traduit chez Hermann Madame Marie-Claire Boutan. Si l'on tente la contre-épreuve de l'allemand, non pas Hölderlin, mais la traduction classique de Donner, celle dont usait Kierkegaard, on trouve semblablement « Im Leben nicht heimisch noch im Tode ». Je ne suis chez moi ni dans la vie, ni dans la mort. Mayotte et Jean Bollack font en passant un sort à Métèque et osent une sorte de chiasme. Je partage en étrangère les demeures des non-vivants et non-morts.
On y entendra un écho à ce que dit Héraclite sur la vie et la mort des mortels et des immortels qui se nourrissent l'une l'autre, un écho sur le mode tragique, celui d'une inguérissable solitude. Jean Bollack, nous bouclerons la boucle en fin d'émission en entendant précisément ce vers 852 sur lequel Philippe Bartelet terminait sa chronique. Une remarque générale sur cette chronique de Philippe Bartelet ? Évidemment, il pose le problème implicitement du savoir, en disant qu'en effet, les universitaires, c'est de bon ton, non, entre hommes de lettres, non, de s'en moquer. Mais il y a la science, la connaissance qui est très difficile à acquérir. Et c'est un préalable de la traduction. Et d'autre part, il y a l'art. Donc il y a une relation qui est très intéressante dans cette entreprise, disons, de traduction de la tragédie grecque. C'est la relation entre la science, qui est évidemment d'élucider le sens, et de notre côté, de savoir le rendre pour que l'auditeur ou le spectateur actuel en saisisse la portée. Et sans emphase, sans se rattacher à un répertoire, même quand on est inscrit, ni à un patrimoine, ni, disons, à une tradition de quelque idéologie que ce soit. Alors on se libère par d'abord un savoir préalable et qui implique une rupture avec toutes les traductions existantes, qui sont des adaptations à des attentes du public. Et alors, un certain temps, quand j'ai beaucoup travaillé sur Édipe, je savais vous dire, c'est de l'Angleterre, 1838, ou c'est de l'Allemagne, Heidelberg, 1872. C'est des choses d'une précision quant à l'histoire, disons, intellectuelle et culturelle de nos pays, formidable. C'est-à-dire, on pouvait situer entomologiquement, je veux dire, une phrase, et la situer avec précision. Alors, si on veut échapper à ça, on restitue quelque chose qui est déjà conflictuel au départ. C'est-à-dire que celui qui a écrit, Sophocle ou Euripide ou un autre, ils sont dans une tradition, ils sont en rupture avec cette tradition. Tout grand écrivain est à la fois imprégné par une tradition et il est aussi, n'est-ce pas, en désaccord. Eh bien, je vous propose de voir précisément, permettez-moi cette familiarité, de voir ce que cela donne, ou plutôt de l'entendre, voilà. Avec un premier extrait qui est le début du premier Stasimon. Disons rapidement qu'il se situe entre les deux récits de l'ensevelissement, l'annonce et ensuite l'exécution. Nous commençons au vers 332 jusqu'au vers 361 et nous les entendons d'abord en grec que nous lit maintenant en direct, en studio, Dido Likoudis. Πολλά τα δεινά, κου δεν ανθρώπου δεινότερον πέλη. Τούτο, και πολύου πέραν πόντου χειμεριονό το χωρί, περιβρυχή συν περώνει πίδμαση, θεόντε, ταν υπερτάταν, γαν, άφθητον, ακαμάταν, αποτρίεται, υλωμένον αρωτρών έτος εις έτος, υπείο γέννη πολεύων. Κουφωνώνται φίλων ορνήθων αμφιβαλών άγιοι και θερών αγρίων, έθνε πόντου την αλίας φύσης πύραση δικτυοκλωστής, περιφραδής ανέρα. Κρατή, δε μεχανές αγράβλου θερός αρεσιβάτα, λασιάβχαινα θύπων υπάξετε, αμφίλοφων ζυγών ουριών τακ μετατάβρων. Και φθέγμα, κι ανεμοέν φρόνεμα, κι αστυνόμους αργά σε διδάξατο, και δισάβλων πάγων ενέθρια, και δίσοβρα φεύγειν βέλε παντοπόρος, άπορος επού δεν έρχεται το μέλλον, έδα μόνον. Jean Bollack, pourriez-vous nous lire votre traduction de ce premier Stasimon d'Antigone que vous avez traduit avec Mayotte Bollack? Combien de terreur! Rien n'est plus terrifiant que l'homme. Il va par-delà la blanche mer,
dans la tempête des vents. Il passe dans les vagues qui jaillissent. La divinité la plus haute, Ga, il l'épuise, terre, l'impérissable, l'infatigable. La charrue tourne d'année en année, et lui, il va, il vient avec la race des chevaux. Il jette en cercle les fils de ses lacets, et il mène le peuple des oiseaux, tête légère, et les tribus des fauves, et l'espèce qui vit dans l'eau de la mer, lui, l'homme habile. Il se rend maître par ses ruses de la bête sauvage qui court dans la montagne. Il amènera le cheval à la nuque hirsute, sous un joug qui enserre son col, et aussi le taureau infatigable de la montagne. Il s'est enseigné le mot, la pensée qui va comme le vent, les passions qui gouvernent les villes, et à fuir le ciel clair des gels inhospitaliers, et les flèches des pluies méchantes. Il marche, fort de tous ses moyens, aucun ne lui manque, devant rien de ce qui vient, devant la mort seulement. Ce qui saute à l'ouïe, si j'ose dire, c'est que, bien entendu, vous êtes au plus proche de cette langue-là, et en même temps, prenons le premier vers. Le premier vers, vous avez voulu lever une ambiguïté, parce que rien n'est plus terrifiant. Je crois qu'à un moment, on pouvait le traduire par rien n'est plus formidable. Et vous vous êtes dit, formidable, qui sait encore le sens étymologique qui fait peur? Formidable, c'est devenu une revue du Moulin Rouge, c'est formidable, Charles Aznavour. Et du coup, vous avez mis terrifiant. Donc, est-ce qu'avec cet exemple, on peut montrer comment vous êtes continuellement dans ce bras de fer entre l'émetteur de jadis et le récepteur d'aujourd'hui? Alors, d'abord, il y a le savoir dont nous parlions tout à l'heure, parce que je voudrais donc insister sur le fait qu'on est toujours entre le savoir, la science et l'art, et c'est-à-dire la puissance de le dire et le langage. Et quand le mot grec, qui est donc un adjectif qui signifie dainos, signifie normalement, si on n'a pas de préjugés, terrible. Mais comme on dit aussi, très fort. Mais on a cette tendance aussi en français de dire qu'il est terrible, c'est-à-dire terriblement fort. On peut dire d'un champion qu'il est terrible. Hein, donc, dans la terreur, il y a aussi la force. Or là, il faut dire que c'est un des textes les plus célèbres de l'histoire de la poésie humaine. Il y a peu de textes aussi peu cités comme référence que ce premier Stasimon, mais évidemment, on en a tiré un sens philosophique qui n'est pas légitime. Dans la chronique là qu'on a lue, ça se termine sur Héraclite. Mais alors, il faut se dire que c'est logique avec ce que je dis. Sophocle, il a lu Héraclite, mais il n'a pas fait de l'Héraclite. Et donc, il a fait autre chose. Les grands tragiques, ils ont cette grandeur parce qu'ils sont passés à travers tout ce qui a été dit et écrit avant eux, dans tous les domaines du monde, aussi bien la jurisprudence que la théologie ou la philosophie. Et c'est avec ça qu'ils font ce théâtre. Mais ce théâtre n'en est pas la reproduction. Même si nous en percevons l'écho. Voilà. Et voilà. Alors donc, pour répondre avec clarté à cette question pertinente que vous me posez, pourquoi est-ce que je traduis par terreur? Parce que premièrement, c'est dans la langue, et ça je le sais, et deuxièmement, c'est dans le sens de la tragédie. N'est-ce pas? C'est bien quand même une relation avec ce que fait Antigone. Antigone, elle fait partie de cette race humaine. Et ensuite, donc je suis obligé d'entrer dans cette logique du sens. Et presque toutes les autres traductions sont une façon de le fuir. Vous avez employé un mot qui va de soi, qui est le sens de la tragédie. Je me tourne vers Mayotte Bolac pour vous demander quelque chose. Pour vous demander, quand votre mari, Jean Bolac, dit qu'il veut déloger Antigone de son mythe, moi j'ai l'impression que ce qui vous fait souci, ce serait qu'à coup d'interprétation, on fit dévier de son axe le tragique, tout le tragique,
rien que le tragique. C'est ça votre combat, n'est-ce pas? Oui, nous cherchons à faire en sorte que la tragédie soit qu'on puisse l'entendre, parce que la tragédie d'il y a 30 ans encore, c'était une tragédie très emphatique, très hiératique. C'est pourquoi on ne peut plus l'entendre. Il y a une crise de la tragédie. Et je crois que ce que nous essayons de faire, c'est de la rendre plus accessible, de faire que ce soit vraiment une pièce de théâtre, de faire que ce soit un drame, mais pas un mythe, la tragédie. Vrai. C'est en effet essentiel que ce dont nous parlons, c'est une pièce de théâtre. C'est dramatique. Et je dirais même dramatique avant d'être tragique. Toutes les théories du tragique sont modernes. C'est pas ancien. Ça vient de l'idéalisme allemand. C'est l'époque de Hegel, ou des frères Schlegel, et puis de Schelling, tout ce que vous voulez, là, oui. Là, on a commencé, et puis c'est de cela qu'on est tributaire en parlant du tragique, quand on parle du tragique de la tragédie. Mais la tragédie antique, la tragédie grecque, c'est d'abord un genre où il y a un assassinat, un meurtre, une mort, quelque chose de violent, mais qui fait partie du spectacle. N'est-ce pas? C'est comme le comique a ses lois, ses lois ludiques et de carnaval, tout ça. Il y a la tragédie aussi, c'est un genre. C'est un genre où coule le sang, en effet. Et c'est autour de cela que se développe une réflexion et qui peut devenir une réflexion très, très profonde. C'est-à-dire que pour entrer dans Antigone, il faut dire que c'est un débat. Je dis que s'il y a, juste une phrase, s'il y a une actualité, ou s'il y avait une actualité, même liée à la démocratie athénienne, c'est ce que on pouvait dire le lendemain, non, de la représentation. On s'est demandé qu'est-ce que c'est que ce conflit entre Antigone et Créon, quelle est sa signification, en profondeur, sur la manière de vivre tous les jours. C'est un débat et donc un conflit explicité sur scène. Oui, d'autres traductions par terrifiant, terreur, se voulaient en relation avec le reste de la pièce, parce que ici c'est Antigone qui est la terreur, qui terrifie le cœur. Le cœur a peur d'elle, il a peur de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle a. Il sait qu'elle est prête à tout. Donc nous avons traduit, on aurait pu dire dangereux, qu'y a-t-il de plus dangereux que l'homme? Aller plus loin. Alors que dans les autres traductions, Deinos, c'est l'humanité, c'est l'ambiguïté de l'homme qui est unheimlich. C'est pourquoi on a traduit comme ça. Vous voyez, nous n'avons parlé que d'un vers, c'est ça qui est extraordinaire. Je vous propose moi, à un moment, j'avais envie, mais on ne l'a pas fait, mais je le cite quand même, j'avais envie de vous faire commenter un vers, c'est le vers 423. Pour moi, c'est la tragédie, c'est quand le garde dit à Créon « Elle gémit ». J'adore cette traduction que vous faites. Elle gémit, poussant le cri strident de l'oiseau lugubre, comme quand il voit le lit de son nid désert, orphelin de ses petits. Là, c'est la tragédie, mais ce n'est pas ça que nous allons commenter. C'est la voix d'Antigone. Et là, nous n'allons avoir que quelques vers, des vers 450 à 455, et c'est toujours Dido Lycoudis qui nous les lit. Oh, γαρτιμιζεύς ενώ κέριξαστάδε. Ουδοξίνικος των κάτω θεών δίκε. Ουτούς δεν ανθρώπισι όρισα νόμους. Ουδέ σθένην το σούντο όμεν τα σακερίμαχθος άγραπτα. Κασφαλέ θεών νόμιμα δίναστε θνετών όνθι περδραμέν. Jean Bollack, pouvez-vous lire votre traduction et puis ensuite on va faire un sort à ces vers-là. À mon avis, Zeus n'a pas proclamé ça, ni non plus justice qui habite la demeure des dieux d'en bas. Eux, ils ont défini ce qui dans ce domaine fait loi chez les hommes. Je ne pensais pas
que tes proclamations avaient une telle force que l'on put, étant homme, outrepasser les lois non écrites et infaillibles des dieux. Donc là, on est au cœur d'Antigone et puis des questions que pose la traduction. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a là un véritable problème, disons, de l'analyse du texte grec. Et donc, la traduction n'est pas seulement... ce n'est pas seulement ce qui est dit en français, mais disons, il y a aussi le rétablissement des manuscrits, du texte transmis. C'est-à-dire, c'est un passage qui a beaucoup frappé les Grecs. Aristote, quand dans la rhétorique, il se demande ce que c'est que la loi naturelle, non, la loi naturelle au sens, disons, de ce sens immédiat de ce qui est juste, de la justice, quelque chose qui serait, disons, lié à l'essence de l'homme. Il cite ces vers, avec un autre vers d'Empédocle, il cite ces vers d'Antigone, où elle invoque ce que nous pourrions appeler cette loi naturelle qui est au-dessus des lois positives. Alors, ici, nous avons à faire ça. Je parlais tout à l'heure du débat qu'il y a. Créon, il est un roi. Et un roi, il applique les lois, n'est-ce pas? Il fait appliquer les lois. Et avec l'appui des dieux. Et Zeus, c'est le maître suprême, disons, des Olympiens. Et d'un autre côté, justice, là aussi, elle a ses ordres, les Érinies, donc toutes les forces chtoniennes, au-dessus. Alors Antigone dit, il y a quelque chose qui est au-dessus, et qui n'est pas touché par ces lois qui touchent les hommes. C'est comme si, chez Empédocle, c'est le ciel, je veux dire, dans son ordre, c'est quelque chose de supérieur. Et ce qu'elle fait là, naturellement, est de la philosophie. Donc elle est comme sophiste face à Créon, et c'est-à-dire qu'elle sait, en tant que femme, devant Créon, devant le roi, tenir le langage. Ce n'est pas encore le sens philosophique, disons, d'Antigone. C'est un langage n'est-ce pas, dont Antigone se sert pour contrer Créon. Mais pourriez-vous, Jean Bollack, en revenant au texte, nous décrypter, si j'ose dire, ce bloc linguistique et philosophique que vous traduisez par les lois non écrites et infaillibles des dieux? Qu'est-ce que ça donne en grec, ça? Alors, évidemment, on pourrait aller un tout petit peu plus loin où il est dit car ces lois existent de tout temps, non pas d'aujourd'hui ni d'hier, et personne ne sait d'où elles ont surgi. Donc, c'est nécessairement quelque chose d'originel dans un sens philosophiquement profond. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, ça dépasse toute volonté d'organisation, serait-ce de l'Olympe, serait-ce d'une cité. Il y a quelque chose de plus... voilà ce qu'elle dit. Mais je répète, ce n'est pas le sens de la pièce. Ce n'est pas pour cela qu'Antigone va à la mort. Et tout à l'heure, dans les derniers extraits que nous allons lire, nous allons voir que aller pour elle à la mort, c'est affreux. Donc elle met son action, elle a une conscience de trouver que son action, pour grandiose qu'elle soit, est aussi absurde. Mais, excusez-moi d'insister, mais les lois non écrites et infaillibles, on a l'impression que... non écrite, alors que indépassable, on ne peut pas... toute loi est écrite. C'est toujours avant. Toute loi est écrite. Cette loi-là, oui. Les lois de Moïse sont dans chaque cité grecque. Les lois de la cité, c'est dans la pierre. Non, on ne pourrait pas dater cette origine. C'est gravé dans la pierre. C'est-à-dire, il y a des lois qui ne sont pas écrites. Il y a des lois qui ne sont pas écrites et qui sont donc qu'on ne peut pas, contre lesquelles on ne peut pas agir. Elles sont infaillibles. Et ça vous a posé un problème particulier, la traduction de ce vers, outrepasser les lois non écrites et infaillibles des dieux? Oui, c'est évidemment, cette traduction est une interprétation. Et une interprétation qui est celle du théâtre de Sophocle, c'est-à-dire qui fait parler Antigone comme une intellectuelle. Elle est devant Créon comme une intello.
Elle commence par « à mon avis ». Ce qui À est- mon avis. ce qui À est- mon avis, tout à fait. Oui, oui. Tout à fait. Voilà. Ouais. C'est- Et alors, elle est peut-être, je ne sais pas, on peut interpréter ça. Je veux dire que quand on dit, il faut pas dire qu'elle se sacrifie pour son frangin, ça n'est rien dire ça. Mais d'autre part, il ne faut pas dire non plus que soit sur sa vérité, c'est une vérité qu'elle invoque pour se défendre devant Créon. Parce que c'est elle qui a déclenché les hostilités. C'est pas Créon. Sa volonté d'agir était... Créon, son adversaire, était conscient parce que lui, il en a marre de cette famille d'Édipe, non, où on va de malheur en malheur, et de cette famille royale. Donc il veut créer rationnellement, c'est la raison. Mais ce qu'il faut faire comprendre, c'est à quel point il y a une sorte de radicalité siphonnée, excusez-moi, dans ce premier vers. À mon avis, Zeus n'a pas proclamé ça. Enfin, Oui. oser se dresser pour dire une chose pareille. Elle Oui. parle avec une autorité, Oui, oui, oui. une jeune fille. Voilà ce qu'elle a fait en outrepassant la loi. Eh bien ça, elle ne peut pas se réclamer ni de Zeus ni de justice. C'est au-delà. Et comment arriver à faire comprendre sans que ça vienne polluer la pièce avec une sorte de vibration du langage qui indiquerait qu'on a affaire à une ardente Vézanique. Comment arriver à faire comprendre que là-dessous, cette langue qui hait les mouvements, qui déplace ligne en définitive, hein, Oui, cette oui, langue-là, oui. que derrière tout ça, il y a une espèce de magma insupportable. Oui. Comment vous y arrivez, Jean et Mayotte Bolac? Maintenant, vous parlez de la perception par le spectateur actuel. Oui, oui. Comment est-ce qu'il y arrive? Oui, parce Oui. que votre Parce votre que langue alors, est c'est le presque problème, hiératique. c'est le problème de la difficulté. Une pièce, toute grande pièce, je veux dire que le Marchand de Venise, je veux dire aussi bien qu'une pièce de Beckett, je veux dire maintenant, à partir du moment où on est au niveau, disons, du grand théâtre, c'est réfléchi et donc ça suppose pas mal de choses. Alors on peut se demander quelle est la part du public à Athènes qui a vraiment compris. Peut-être un tiers, peut-être plus qu'on croit. Plus qu'on croit, parce que c'est des gens qui, comme au XVIIIe siècle, disons, dans les passions de Bach, connaissaient la partition. Mais le problème que vous posez est un problème essentiel, et le problème de l'intelligibilité, donc de la compréhension, qui est un problème initial. Alors, au cours des siècles et des millénaires, on a évidemment rendu la chose plus facile, pour que les gens entendent. Et un metteur en scène actuel, je veux dire, étant donné, il préfère le mythe. Parce que il préfère le mythe à la réflexion, et à des prises de position intellectuelles sur l'histoire. N'est-ce pas? Je veux dire qu'à partir du moment où vous avez une Antigone, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous mettez en scène une Antigone qui tient un discours spécifique devant quelqu'un dans une situation, et que ce qui est intéressant, c'est la situation même, vous traduisez tout à fait autre chose. Et alors, nous sommes, Mayotte et moi, dans la situation de vouloir rendre, sans tricher, non, sans rien, sans amadouer, rien, non, la difficulté même. Et les grands textes sont des textes qui sont épineux, qui posent problème. Alors, il faut faire passer. Et qu'est-ce que c'est qu'une traduction? Une traduction, elle arrête à la fois et elle fait passer. Est-ce que je... Oui. Et après ce que vous avez dit, là, je voudrais réentendre juste, si je peux vous le demander, Dido Lykoudis, de nous relire ce « À mon avis, Zeus n'a pas proclamé ça ». Ce tout premier vers là d'Antigone. Ou Artemisevs enokerixastave. Eh bien, nous allons maintenant vers l'amour. Et nous allons entendre un extrait du troisième Stasimon. Et à nouveau, ces quelques vers nous sont lus d'abord en grec par Dido Lykoudis. Eros adnikatεμάχαν. Eros, ως εν κτέμαση πίπτης, ως εν μαλακές παριές νεάνιδος εν ηχεύης.
phytas d'hyperpondios entagronomis ables, και σούτα θανάτων φίξιμος ουδείς ουθεμερίων εμπαθρώπων οδέχων μέμενεν. Σι, και δικαίων αδίκους φρένας παρασπάς επιλόβα, σι, και τόδε νίκος ανδρών ξύμενον έχεις ταράξας. Jean Bollack, je propose donc encore une fois, entendre votre traduction de ce chœur d'Antigone de Sophocle. Eros, invaincu au combat. Eros, qui tombe sur les troupeaux, tu bivouaques la nuit sur les tendres joues des jeunes femmes. Tu vas au-delà des mers et dans les étables des champs. Et il n'est pas d'immortel qui t'échappe, personne non plus chez les hommes, d'un jour. Qui te possède, délire. Tu détournes encore l'esprit des justes vers l'injustice, pour leur perte. Tu as fait encore le désordre de cette dispute entre hommes de même sang. Vous avez traduit Eros par Eros. Oui. C'est Oui. déjà un choix qui va peut-être de soi, mais c'est un Oui, choix. oui, vous avez raison. Vous avez raison, c'est un choix, parce que Amour ne le rendrait pas, parce que Eros, c'est un personnage, disons, plus diabolique, plus... voilà. Tout de suite, je veux dire, là, on pense que c'est un hymne à l'amour, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que C'est un mot encore français, problématique. Eros, c'est un mot français. Oui, c'est un mot français. Et oui, cet hymne à l'amour, on en arrive très vite au mot sang, même si c'est de cette dispute entre hommes de même sang. Là, on a un vers en forme de clé. Oui. Il faut dire aussi que souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent dans la tragédie, les chants de chœur commentent ce qui s'est passé. Quand vous traduisez par dispute, cette dispute, quel est le mot grec d'ailleurs pour dispute? En général, c'est neikos. En grec moderne, les nikos, non? Parce que, à première vue... Eris et Eros, c'est très près, non? Eris, ça existe Voilà. aussi, voilà. C'est Neikos. Sénécos confirme. Oui. le Alors, vous Marius voyez, Bollack. je vais dire deux choses générales. Alors, d'abord, c'est qu'un chant, le chœur, on n'en a pas parlé, c'est très bien ce que nous faisons, mais je veux dire, le chœur, c'est important, c'est important, c'est une partie de la tragédie, et donc on peut se demander ce que c'est. Une partie centrale, parce que le chœur, c'est des gens de la cité, c'est pas des exaltés, c'est des gens qui raisonnent et qui commentent. Et ça, c'est magnifique qu'il y ait cette dualité dans la tragédie grecque entre des gens qui sont abandonnés au délire et d'autres qui se demandent « mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et donc la pièce est toujours elle-même réfléchie, problématisée. Et alors ce à quoi le chœur, en invoquant et évoquant Eros, ce avec quoi il est confronté, c'est une dispute à mort entre un père et un fils au sujet d'une fille. Parce que le père, il pense que Aimon, il a été, c'est par séduction, donc que Antigone fait de son fils, mais en vérité, Aimon, il prend le parti d'Antigone. Mais je rebondis sur le mot dispute. Je ne veux pas chercher des poudres à la crinière d'un lion, mais dispute, le mot n'est-il pas un tantinet faible, Jean Bollack? Non. Qu'est-ce qui vous paraît faible? Dispute, je sais pas, autant vous avez fait attention à soustraire Formidable, qui avait... Mais un père et un fils, ça se dispute. Un père et un fils, ça se dispute. C'est-à-dire, c'est la scène qui précède, c'est que Aimon, il destitue son père. Il n'y a plus de père après. Mais on est Parce presque... qu'il prend voilà, on est presque dans l'ordre du
combat. Enfin, C'est d'ailleurs intéressant. C'est la plupart des gens qui connaissent Antigone, qui lisent Antigone, qui aiment la pièce, etc., ils ne tiennent absolument pas compte de Hémon. Et Anouilh, évidemment, oui, parce que pour les Français, il faut de l'amour. Et c'est plutôt... alors, j'en profite pour dire que très souvent, les gens s'imaginent, c'est un bel exemple, n'est-ce pas, de ce que j'appelle le mythe, non, et que je démythifie. Les gens pensent que lorsqu'ils ont lu Anouilh, ils ont aussi lu Sophocle. Alors que ce serait, évidemment, la seule chose vraiment intéressante, serait de savoir tout ce que Anouilh est à 1000 lieues de voir. Voilà. Et donc Hémon, ça pose un problème, puisque Antigone n'en parle jamais. Et ensuite, il va dans une scène extraordinaire, une des plus extraordinaires de la pièce, n'est-ce pas, une des choses les plus extraordinaires de la pièce, c'est cette grotte, non, où elle va s'enterrer, où il vient, lui, se tuer, et puis alors, ils font l'amour dans la mort. Non, puisque il se suicide sur son corps, sur la femme pendue. Alors Eros, il peut tout ça. Il est à une table de ministres, et c'est lui qui décide. Ils sont là, tous, n'est-ce pas, vous prenez un conseil quelconque, ils croient que la règle à l'affaire, et comme ça, sans que personne ne le sache, c'est lui qui prend les décisions. Il y a aussi des références à la littérature, à Homère par exemple, parce que le bivouac, ce sont les femmes qui pensent à leur mari à Troie, ou bien les étables, c'est Paris qui est allé chercher Hélène, le vacher. Paris le vacher. Oui, et donc il y a beaucoup de références littéraires au début qui permettent aussi de situer bien ce texte. Et puis il y a ce vers central, me semble-t-il, d'un jour qui te possède, délire. Qui te possède, virgule, délire. Oui. Délire, d'ailleurs, Jean Bollack, ça fait partie, comme dispute, des mots que vous imprimez et que vous employez indifféremment. Vous avez employé le mot délire à propos du cœur tout à l'heure. Oui. Or, délire, je crois que c'est dans Antigone, enjeu d'une traduction, publiée chez Campagne Première, où je ne sais plus qui parle du lien profond entre le mal et la déraison humaine d'une part, et d'autre part, la démocratie et l'espace public. Et nous y sommes là. Oui. Absolument. Et d'ailleurs, pour je le dire un peu, mais c'est intéressant, je veux dire, Antigone, elle est cinglée. C'est une dingue. Et Électre aussi. Électre avec sa mère aussi, je veux dire, je jette un coup d'œil sur la pièce, sur l'Électre de Sophocle. C'est terrible, la lutte entre la fille et la mère. Mais la fille est plus forte parce qu'elle a tout abandonné, c'est une folle. Et alors ensuite, et dans la pièce, dans ce que nous évoquons là, elle entraîne Créon dans sa folie. C'est pour ça que à la fin, elle parcourt les montagnes. C'est une des énigmes du dernier Stasimon. Elle est une Ménade, Antigone, qui a renoncé à tout aussi, à sa postérité, à se marier, à tout, qui délire dans la montagne. Oui, ça souligne évidemment la pertinence de votre question au sujet de notre emploi du mot délire. Là, non, c'est Ménade, c'est Meinestein, non, en grec, c'est la folle, c'est la rage, c'est l'extase, c'est le délire dionysiaque. Et c'est par hasard qu'il y ait une invocation de Dionysos dans l'Exodus, juste avant l'Exodus, non, dans Antigone. On n'en est pas quitte avec Dionysos. Et tout à l'heure, devant Mayotte Bollack, qui est une latiniste distinguée, je me suis permis de parler d'Ardente Vésanique, précisément à propos de Vésania, enfin la folie. Nous allons terminer avec une sorte de marche à la mort. Il s'agit d'un dialogue avec le cœur qui demande à Antigone, littéralement, mais pour qui elle se prend, puisqu'aucun pouvoir ne saurait tolérer d'être ainsi contesté. C'est très beau, cette marche à la mort qui s'accompagne, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, Jean Bollack, à propos de l'importance du cœur, qu'il faut au moins une fois souligner, qui s'accompagne de ce dialogue avec le cœur. Nous n'allons pas tout entendre, bien entendu, nous allons entendre quelques vers, les vers 838 à 852. Je vous propose, Jean Bollack, de les lire en français. Ensuite, nous les
commentons avant de les entendre en grec pour finir l'émission. Il m'est arrivé de dire cette marche à la mort, c'est extraordinaire, parce que c'est une Antigone qui, alors Créon est là, et elle occupe sur l'estrade, et elle va à la mort. Et à un certain moment, Créon lui dira, maintenant, ça suffit, il regarde sa montre. Tu as assez fait ton Antigone. C'est extraordinaire. Puis c'est une scène qui a quelque chose d'un cabaret, parce que si elle est sur l'estrade et avec son enfant, c'est essayant de voir dans quelle mesure elle est véritablement une héroïne. Alors elle dit, c'est quand même épouvantable, le prix que je paye. C'est là qu'elle dit qu'elle n'a pas d'enfant ni rien, qu'elle est privée de tout. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est peut-être, lorsque j'ai découvert ça, disons, à force de lire Antigone au cours de ma vie, que j'ai vu qu'au fond, elle riait d'elle-même avant que le cœur ne riait. Parce que lui, les vieillards, ils sont en bas, c'est comme dans une scène de cabaret. Puis il dit, mais tu sais, quand on est roi, on peut pas supporter des personnes comme toi. Alors, est-ce que vous pourriez... Voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire. Vous pourriez nous lire cet extrait, Jean Bollack, qui se termine par ce fameux vers 852 dont parlait Philippe Barthelet dans sa chronique. Vous nous le lisez en français avant que nous l'entendions en grec. Je vais lire ce qui va être lu en grec. Non, vous le dernier. Vous lisez effectivement à partir de « Ah, vous riez de moi ». Oui. Voilà. Écoutons ce texte que nous lisons. Vous riez de moi. Au nom des dieux de mes ancêtres, pourquoi m'insulter ? Je n'ai pas disparu, et l'on me voit aux villes, riches habitants de la ville, source de Dircé, c'est le fleuve de Thèbes. Et toi, l'enclos de Thèbes et de ses beaux chars, en dépit de tout, je fais de vous mes témoins. Voyez comme, sans être pleuré de mes parents, par quelle loi conduite je vais à ce cachot fermé de terre, à cette tombe inconnue jusqu'à ce jour. Ah, malheur, je ne compte ni parmi les hommes, ni parmi les cadavres. Je partage, en étrangère, les demeures des non-vivants et des non-morts. Alors, c'est un non-lieu absolu. Et ce texte est marqué par 3 ha. A-H, accent circonflexe. Ha, vous riez. Oui. Ha, source de Dircé. Ha, malheur. Voilà. C'est évidemment... Il y a une chose qu'on ne peut pas traduire parce que nous ne nous exclamons plus. Alors les Grecs, à l'époque du moins la tragédie, dans la langue d'art qui est la tragédie, le « et » n'était pas un « a » et le « a » n'était pas un « o ». Donc voilà. Alors nous ne savons plus ni crier, ni rien de faire d'une manière techniquement pure. Et ce qui est extraordinaire dans ce texte, Jean Bollack, c'est ce pouvoir d'évocation où l'on voit les villes, les riches habitants, avant de s'enterrer littéralement, ce cachot. Il y a une sorte de dernier tour de piste. Oui, en un sens, elle est plus présente dans la ville que quiconque, non ? Puisqu'elle peut prendre les habitants à témoin, non ? Et puis, il faut toujours vous dire, c'est extraordinaire comme image scénique avec ces vieillards qui sont là, qui disent... on les voit presque avec là, assis devant, dans un cabaret avec quelqu'un qui se produit. Mais c'est au deuxième, vous voyez, c'est du théâtre au deuxième degré. La mise en scène incorporait ce cabaret dont vous parlez ? Oui, moi l'Antigone qui a été donc donnée il y a quelques années, créée à Bourges et puis ensuite donnée à Paris avec Bauzonnet. Et là, j'ai participé. Mais c'était maintenant ce que se fait en ce moment sur les bacchantes de notre ordre. Vous voyez, il y a aussi des productions théâtrales qui sont d'un ordre différent. Pour faire ça, il faudrait un très grand spectacle. Il y a je ne sais pas, des lambeaux de verre. J'aimerais que vous me disiez quelques mots rien que sur « Et toi, l'enclos de Thèbes », ce vers. Est-ce qu'il vous a posé une difficulté ou pas du tout ? Ou est-ce que l'enclos de Thèbes... Alors évidemment, Thèbes est une Jérusalem particulière.
C'est une ville comme il n'y en a pas d'autres en Grèce, dans la mythologie grecque. Disons. Il n'y a pas de Thèbes, il n'y a personne de Thèbes qui soit allé avec les chefs grecs se battre devant Troie. Il n'y en a pas. C'est une ville quasi mystique, un peu comme, c'est pas par hasard que je compare ça avec cet enclos, avec Jérusalem. C'est avec Thèbes, cette porte, naturellement. construit par des architectes divins. Arion et d'autres, je veux dire, c'est quelque chose aussi de tout à fait fermé, c'est-à-dire d'endogame. Quand on lit bien mes livres sur Édipe, vous voyez, je suis arrivé à Antigone, fille d'Édipe, après avoir donc montré ce qui était Édipe. Et évidemment, c'est une concentration de puissance qui peut faire peur aux dieux. Tellement c'est divin. Cette endogamie spatiale. Oui, endogamie spatiale. Par exemple, les parents d'Édipe, pourquoi Apollon leur dit vous n'allez pas faire d'enfant, si vous faites un enfant, ça vous coûtera cher. Hein, c'est Édipe. Voilà. Ça dit tout. C'est-à-dire que c'est une espèce d'effort humain de concentrer le pouvoir. Thèbes. Alors ce n'est plus nulle part. Mais c'est le lieu de la tragédie. Et nous retrouvons... Alors, je crois que je réponds bien à votre question. Oui, pardon. Mot enclos. J'aurais dû vous le dire, mais c'est parce que vous avez épuisé ma question que je passe à une autre, Jean Bollack. Et l'autre était celle-ci. On retrouve les lois. Mais c'est curieux, voyez comme sans être pleuré de mes parents, par quelle loi conduite. Et les lois... Tout à l'heure, on a eu des lois. Oui. Alors ça, ce n'est pas les lois d'Antigone, ce sont les lois de Créon. Voilà. Et donc, il faut faire la distinction. Il faut faire la distinction, il faut l'avoir faite. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a lu le chant, hein, qui n'est pas un hymne à Eros, mais qui montre la puissance d'Eros, qui est assis sur un strapontin, et ce strapontin a plus de force que les fauteuils. Et alors là, vous avez retrouvé la mer que l'on traverse, non ? Et en relation avec le premier Stasimon, nous avons commencé. Et ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que le grand art, c'est compositionnel. C'est-à-dire qu'en un sens, tout renvoie à tout. Il y a une connexion, là, une connexion très raffinée de tout. Et la dernière question que je voulais vous poser, Jean Bollack, j'ai l'impression que vous deux, Jean et Mayotte Bollack, vous êtes des sortes de traducteurs palimpsestes, parce qu'on trouve... Excusez-moi, mais moi j'y vois presque une trace racinienne à cette tombe inconnue jusqu'à ce jour. On a l'impression que là, vous êtes allé au texte grec, mais que tout ce dont vous êtes gorgé Vous savez que Racine a traduit Euripide. Oui. Et on ne l'a malheureusement pas, parce que les choses les plus précieuses, je donnerais cher si je pouvais lire la traduction d'Euripide par Racine. Non, on a un fragment à Toulouse, etc. On a un Euripide annoté par Racine. Il ne faut pas croire... Oui, c'est ça. On a un Euripide annoté par Racine, oui. Dans je ne sais plus quelle bibliothèque, à Toulouse, Montpellier ou Toulouse. Oui, je ne sais pas, dans le midi de la France, oui. Mais je dis que c'est intéressant parce que on aurait pu faire une séance comme celle que nous terminons là, sur Racine, vous voyez. Oui. Sur Phèdre par rapport à Hippolyte, ou comme ça. Il y a chez Comment vous jusqu'à voulez-vous sortir trace du palimpseste? Voilà. Parce que, évidemment, non, c'est comme ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que on trouve dans votre texte trace de ce chaînon manquant. Oui, mais on trouve aussi, moi, je voudrais vous dire que Racine est plus difficile, c'est la même chose, que Racine est plus difficile qu'on ne croit. C'est pas parce que c'est plus ou moins un auteur scolaire que tout le monde croit lire. Mais c'est plus difficile qu'on croit. Je ne l'envisageais pas comme auteur scolaire en vous disant... C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi... en plus de ça, le Racine a très très fortement marqué le français. On ne peut pas, je veux dire, c'est comme Baudelaire, je veux dire, il y a des oui, on ne peut pas se... on va l'éviter, mais en même temps on essaye de casser l'alexandrin un peu. Oui. On ne veut pas, ce ne sont pas des alexandrins, naturellement. Dieu sait qu'on ne veut pas faire de Racine, mais que on écrit et en écrivant, il nous arrive, n'est-ce pas, ce que vous signalez, c'est presque contre notre gré. Vous ne pouvez pas faire fi de tout, non. Surtout pas. Oui. Mais prenons malheur. Je ne compte ni parmi les hommes à la fin. Ah, malheur. Oui. Il y a 10 ans,
on pouvait. Mais dans 10 ans, je suis sûr qu'on ne pourra presque plus le dire comme ça. Est-ce que vous avez l'impression, Jean et Mayotte Bolac, d'être dans la ligne de fracture là, de la langue? On vit dans l'histoire. Moi, ça m'intéresse beaucoup, mais je ne le vivrai pas. Quelqu'un, lorsque Antigone a paru, il y a des gens qui ont beaucoup aimé cette traduction. Je veux dire, il m'est arrivé même j'ai rencontré des gens qui ont dit, mais c'est fantastique, vous avez changé notre vie, etc. Bon, mais quelqu'un m'a dit, dans 50 ans, ça se lira avec la même fraîcheur. Alors, ça m'a fait plaisir, mais je me suis demandé ce qui allait advenir, puisque, évidemment, nous nous détachons de traductions qui sont marquées par leur temps. Est-ce que nous ne le sommes aussi? Est-ce que nous serons aussi marqués par le nôtre, comme vous venez de le penser? Eh bien, c'est sur cette question que nous nous quitterons, non sans avoir entendu une dernière fois, grâce à Dido Likoudis, ce que nous venons de commenter. Oi moi yelome, timé, pros theon patron, ou coulomena nivrisis alepifandon. O polis, o poleos polictemon des anthres, io dirke crene, thevas te varmatu alsos, embas ximartiras emepictome, oia philon naklaftos, ois nomis, pros erma tim vochos ton erchome tafo potaniu, io distanus, uten vrotis, uten necrisimeticus, usosin, uthanusi.